Bonjour à tous, bienvenue à cette dernière conférence de la journée présentée par Nielsen sur les régimes alimentaires et leurs impacts sur l'industrie des biens de consommation au Canada. Des végétaliens aux amateurs de la diète cétogène, entre parenthèses keto, les consommateurs d'aujourd'hui adoptent un certain nombre de régimes alimentaires différents qui façonnent les fondements même de l'industrie alimentaire. Comment ces tendances influencent-ils le paysage CPG? Quelles catégories connaissent une croissance et lesquelles perdent du terrain? Ces régimes ne sont-ils qu'une mode ou sont-ils là pour rester? Est-ce que la COVID-19 a modifié ces comportements? Pierre-Marc va tenter de répondre à toutes ces questions à travers sa présentation d'aujourd'hui. Pierre-Marc Deneau est directeur de compte et développement chez Nielsen et a fait ses débuts chez Nielsen il y a 3 ans en tant qu'analyste après avoir passé quelques années dans d'autres entreprises du domaine CPG, dont Costco et Labatt. Après avoir été amené à travailler avec plusieurs clients Nielsen en tant qu'analyste senior, il est maintenant en charge du développement et des affaires pour Nielsen au Québec. Travaillant avec de nombreuses entreprises locales, Pierre-Marc aide les PME québécoises à bien comprendre leur marché, en plus de les conseiller au niveau de leur stratégie marketing et de leurs différentes tactiques de mise en marché. Étant un grand amateur d'analyste prédictive, Pierre-Marc s'assure d'aider ses clients avec de nouveaux produits Nielsen à la fine pointe de la technologie. Pierre-Marc, c'est à toi. Salut Xavier, merci pour l'intro. Bonjour tout le monde qui sont présents aujourd'hui. Content que vous soyez là. Content de mettre un veston aussi. Je pense que ça faisait 7 mois que j'avais mis un veston, puis c'est ma deuxième chemise depuis le mois de mars. Ça fait du bien de se retrouver dans des belles babioles. Donc, merci premièrement à Xavier puis au Cial pour tenir l'événement. C'est super cool que vous avez réussi à mettre tout ça en ordre malgré ce qui se passe présentement, puis de belle façon. Donc merci. Aujourd'hui, le sujet, les diètes. De nouveaux sujets tabous à table. Je suis sûr que ça vous est tous arrivé dans vos familles dernièrement d'avoir abordé le fameux sujet du végétarisme, par exemple, que ça a mis quelques personnes en colère. Donc, on va parler des diètes puis aussi de l'impact de ces diètes-là sur notre industrie. Donc, chez Nielsen, ce qu'on fait, nous, majoritairement, c'est qu'on a la donnée des principaux détaillants à travers le Canada, à travers le Québec aussi. Donc, on est capable de voir l'impact sur toutes les catégories en alimentation, les ventes en dollars, en unités, les prix et tout ça. Et puis aussi, on a un panel de consommateurs, on a un panel d'à peu près 12 000 foyers au Canada qui coopèrent avec nous, auprès duquel on peut faire des sondages, mais aussi ils nous déclarent tout ce qu'ils achètent. Donc, on est capable, avec leur profil sociodémographique, de faire d'inférentes statistiques sur la population canadienne avec ce panel-là. Ça va se dérouler en 3 parties aujourd'hui. Première partie, les diètes en 2020, actualité et adoption. Donc, on en parle beaucoup. Dernière fois que Nielsen avait fait une mise à jour sur les diètes, c'est en 2018. Donc, on en a fait une pour vous en 2020 pour voir c'était quoi les tendances maintenant. On va parler aussi du profil des consommateurs qui suivent ces diètes-là, puis des impacts sur les catégories de nourriture. Et on va finir par les opportunités et tendances à long terme qu'on voit, nous, chez Nielsen. Donc, comme je viens de mentionner, il n'y a jamais eu autant de diètes, je crois, sur le marché. Donc, on le voit dans des magazines, dans des livres de recettes. Quand on va à la librairie, par exemple, on va à la pharmacie, en épicerie. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui sont allés dans un supermarché avril récemment, mais il y a la section livres est tapissée de régimes keto un peu partout. C'est la même chose dans d'autres supermarchés. Livres sur le bien-être aussi qu'on peut voir. Bref, on en voit partout, notamment dans les médias traditionnels. On voit Isabelle Huot de plus en plus intervenir dans l'actualité, parle de diète, parle de santé. Puis on parle aussi de ça dans diverses émissions de télé. Je suis même tombé sur un segment keto à RDS l'autre fois, donc c'est vraiment partout maintenant. On en parle également aussi sur les nouvelles plateformes. Donc, Instagram, il y a certains comptes qui sont créés justement pour donner des idées de recettes pour des diètes, montrer comment les diètes ont bien fonctionné aussi. Certains podcasts aussi, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le podcast On s'appelle, on déjeune, animé par Bernard Lavallée et Catherine Lefebvre. Donc, ce podcast-là est animé par 2 nutritionnistes qui parlent à chaque semaine de différentes diètes puis d'impact sur la santé. Il y a aussi le podcast Grand Écart, qui est un podcast qui est plus orienté vers la course à pied, mais par la force des choses, on finit toujours par parler de diète là-dedans aussi. Puis certains channels de YouTube, autant pour les bodybuilders que d'autres gens qui s'entraînent, on donne des trucs, des meilleures diètes,
Puis on se fait aussi beaucoup targeter sur chacun de ces réseaux-là avec des publicités sur différentes diètes. Donc, c'est vraiment partout. On en voit aussi beaucoup sur Netflix. Donc, je ne sais pas si vous avez tous eu la chance de voir le documentaire Game Changers, qui est là depuis peut-être 1 an environ, peut-être un peu plus. Ça a fait pas mal jaser dans la dernière année. C'est un documentaire dans lequel on fait l'apologie de la diète végane. Puis cette fois-ci, on l'approche un peu plus avec un angle au niveau des sportifs, puis de la performance. Comme quoi, certains athlètes de haut niveau sont devenus bons ou meilleurs en raison de la diète végane. Puis on le voit au niveau des athlètes, autant des hommes forts, une équipe de football presque complète, des Titans du Tennessee qui ont changé leur diète d'une saison à l'autre, puis qui ont fait les séries l'année d'après alors qu'ils avaient fini presque dernier l'année d'avant. On a aussi vu ça pour des cyclistes, puis d'autres types d'athlètes comme des combattants UFC. Bref, je conseille le documentaire, même s'il y a certains éléments à prendre avec un grain de sel. On voit aussi certains athlètes qui commencent à s'afficher un peu plus. Donc, par exemple, Jesperi Kotkaniemi du Canadien de Montréal qui s'est affiché avec Copper Branch il y a un peu plus d'1 an. Les sœurs Williams qui n'arrêtent pas de parler sur toutes sortes de plateformes comme quoi le régime végétalien a fait en sorte de les rendre meilleurs tout au long de leur carrière. Bref, le sujet est plus populaire que jamais, que ce soit keto, végétarien, vegan. On regarde les recherches dans Google. Ça n'arrête pas de piquer, surtout dernièrement. Puis qu'on cherche des recettes, qu'on cherche des impacts sur la santé. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on fait ces recherches-là. Il y a donc des entreprises qui prennent la balle au bon dans le secteur agroalimentaire. Puis ça, c'est une tendance, c'est une campagne de Silk, une entreprise qui appartient maintenant à Danone. Je pense que ça fait 4 jours que cette campagne-là est sortie. Puis ici, on fait référence à 2 diètes en même temps. Je vous mets la petite vidéo, puis on s'en reparle. If you change a little, you can change a lot. That's why Silk encourages intermittent vegan. If you're someone who enjoys dairy products, but also happens to enjoy other things, or if you're someone who sometimes, but not all the time, thinks about eating vegetables, then intermittent veganing might be for you. Because not all people are meant to run marathons, and not all people are meant to go full vegan. Veganing. Silk makes mixing a little plant-based goodness into your life easy. On s'adapte. À 2 types de régimes, autant le intermittent fasting puis le véganisme. Donc, ici, les deux combinés ensemble, ça fait un genre de flexitarisme, un nouveau genre qui est mis de l'avant par l'entreprise Silk. Donc, on parle évidemment beaucoup de ces innovations-là, des produits pour végétariens, végétaliens, que ce soit Beyond Meat, qui a fait beaucoup jaser depuis leur sortie pour différentes raisons. D'une perspective un peu plus locale, on a aussi des entreprises au Québec qui font de très beaux produits comme la laiterie Chalifou avec son yogourt vegan Riviera, Gusta avec ses saucisses, fromage. On a aussi du seitan et puis un nouveau produit, je pense, qui est sorti cette semaine, qui est du croton, donc des pâtés pour les végétariens. On a aussi Saint-Méthode qui fait un pain végétalien, Veggie, qui fait du remplacement de viande. Puis je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette entreprise-là qui est The Very Good Food Company, une entreprise basée dans l'Ouest qui est allée en bourse il y a environ 1 mois et demi. Puis depuis son apparition en bourse, ça c'est du remplacement de viande, un peu comme à la Gusto Beyond Meat. Depuis l'apparition en bourse, l'action a déjà doublé, passant de 70 cents à 1,50 environ. Donc, véritablement une tendance. Puis, les marques privées prennent cette tendance-là aussi pour développer de nouveaux produits. Donc, une nouvelle gamme qui a été développée pour végétariens, vegan, flexitariens chez Choix du Président. Beaucoup de produits végé, vegan, on en parle depuis longtemps, mais il ne faut pas oublier les produits keto aussi. Je ne sais pas si vous êtes allé dans un Costco récemment, mais il y a énormément de produits identifiés clairement keto, que ce soit dans les barres protéinées, barres tendres. C'est surtout là qu'on va les voir, mais il y a aussi du collagène, des produits qui remplacent le café sucré. Donc, beaucoup de trucs qui rentrent dans le régime keto. On a aussi certains produits qui s'adressent aux consommateurs qui veulent remplacer le sucre.
Je ne sais pas si vous avez vu les nouveaux bonbons Smart Sweet, donc moins de grammes de sucre que ce qu'on avait auparavant. La nouvelle ligne de yogourt Danone 100% naturel et aussi sans sucre, qui est sortie il y a peut-être 1 an et demi environ. Les hard seltzer qu'on appelle en anglais, donc des eaux carbonisées, alcoolisées comme Neutral. Il y en a aussi beaucoup d'autres marques. Neutral qui est sorti au Québec, je crois, cet été, qui a été acheté par Labatt aussi, donc distribué à plus grande échelle. On a aussi des produits comme Rice Kombucha, un kombucha qui n'est pas un produit super sucré à la base, mais Rice sont allés à fond dans le sans sucre en sortant une ligne de produits avec seulement 1 gramme de sucre. Je vous conseille particulièrement le framboise et vanille qui est le meilleur là-dedans. On a aussi des produits pour les gens qui veulent limiter l'alcool, donc la fameuse microbrasserie Buck Hill, Partake aussi qui font de l'excellente bière sans alcool, des vins sans alcool comme Saint-Régis au Québec qui fait ça. Puis on a aussi de plus en plus de produits infusés au THC ou CBD qui viennent remplacer certains produits alcoolisés pour des gens qui veulent réduire la consommation d'alcool, mais quand même avoir un petit feeling de soirée. On voit aussi beaucoup de produits sans gluten qui sont mis de l'avant, souvent dans des sections spéciales dans des épiceries, puis beaucoup d'autres aussi. On peut penser, par exemple, aux gens qui suivent des types de diètes au niveau des produits biologiques. Il y a Prana qui s'inscrit bien dans ce lifestyle-là. On a aussi Gourou qui s'en va aussi en bourse dans quelques mois. Ça va être à surveiller. Des produits sans lactose, comme le lait naturel, la crème glacée Ben & Jerry sans dairy ou sans lactose. Puis d'autres tendances au niveau des bars, puis ou autres items de nourriture avec peu d'ingrédients comme la RX Bar ici qui identifie clairement c'est quoi les ingrédients qui sont présents à l'intérieur de la barre. Donc, beaucoup de tendances, on en parle beaucoup, l'actualité est pleine d'exemples comme ça, mais en réalité, c'est combien de Canadiens qui suivent ces diètes-là? Bien, premièrement, pour la diète végane, ce qu'on voit, c'est que c'est 3,6 % des Canadiens qui se disent végétaliens versus 1,8 % quand on avait fait la même étude en 2018. Donc, ça a doublé depuis 2 ans, quand même assez impressionnant. Pour ce qui est de la diète végétarienne, on est passé de 4 à 6,1 % des Canadiens en 2 ans. Aussi, donc, une autre augmentation rapide. Mais la palme revient au régime flexitarien. Donc, 15 % des Canadiens se disent suivent un régime flexitarien versus 5 % en 2018. Donc, ça a triplé. C'est la hausse la plus marquée. Flexitarien étant des gens qui se décrivent comme mangeant comme un végétarien, mais se permettant de la viande à l'occasion. Pour ce qui est des ketos, on est à 5,7 % versus 3 % en 2018, donc presque doublé là aussi. Les sans gluten, on est plutôt stable, 5 % en 2018, 6 % en 2020. Le sans lactose, on a augmenté un petit peu, donc on est à 11 % en 2020 versus 6 % en 2018, donc presque doublé aussi. Puis une autre diète qui est de plus en plus populaire, puis c'est drôle parce qu'au bureau, on avait quelques collègues qui la faisaient, c'est le fameux jeûne intermittent qui était à 4 % d'adoption en 2018, puis qui est maintenant rendu à 13 % des Canadiens qui le font, qui soit sautent le déjeuner ou un autre repas pour atteindre leur jeûne. Donc, une augmentation quand même assez intéressante aussi pour cette tendance-là. On a d'autres types de régimes un peu moins officiels, comme le régime sans sucre. 13 % des Canadiens disent suivre un régime sans sucre ou tenter de l'éviter à tout prix. 17 % des Canadiens disent suivre un régime sans alcool. Ça, j'ai été quand même assez surpris de cette statistique-là. Donc, beaucoup de monde qui adopte ces types de diètes-là, mais la question importante aussi, c'est qui adopte ces diètes-là? Donc, ce qu'on a fait, c'est que j'ai voulu vous dresser un portrait pour chacune des diètes. Donc, pour les végétaliens, par exemple, les moins de 35 ans, pas surprenant, vont surindexer à 164. Donc, un moins de 35 ans a 1,64 fois plus de chances d'être végétalien que la population générale. Pour les acheteurs bio, on surindexe à 200. Donc, les gens qui achètent bio ont une propension plus grande à être végétaliens aussi. Les Ontariens, c'est la même chose, un surindex aussi. Pour les végétariens, ça se ressemble au niveau de l'âge acheteur bio, des gens qui habitent en ville. Flexitariens, l'âge, c'est la même chose, mais c'est des personnes avec des enfants souvent, puis des gens habitant en Colombie-Britannique sont aussi surindexés. Pour le keto, on est dans une tranche d'âge un peu plus vieille, donc du 35 à 54 ans. Les plus jeunes ne sont pas surindexés sur le keto. Le sans gluten aussi, donc les gens qui ont un régime sans gluten à la base ils ont une propension plus grande à adopter un régime keto.
Pour les sans gluten, aussi un peu plus vieux, des végétariens ont plus de chances d'être des consommateurs sans gluten aussi, puis les ontariens également. Le sans lactose, pas de surprise, les Asiatiques, puis les gens qui habitent à Toronto. Toronto est une ville avec un haut nombre d'Asiatiques, donc le sans lactose va surindexer sur ces profils de consommateurs-là. Pour ce qui est du jeûne intermittent, 35-44 ans sur index, les gens avec des enfants souvent et les anglophones vont surindexer sur cette diète-là. Puis pour le sans-alcool, des gens à revenus de 40 000 $ et moins, j'étais quand même assez surpris aussi de cette statistique-là. Milléniaux avec enfants et puis les végétariens aussi vont surindexer sur le sans-alcool, ce qui est assez intéressant aussi. Donc, peu importe la province dans laquelle on habite, on a des habitudes un petit peu différentes, on adopte des régimes différents. Ce qui est intéressant de noter, c'est que la proportion de flexitariens la plus importante se retrouve en Colombie-Britannique, 20,2 % des gens qui habitent en Colombie-Britannique se disent être flexitariens. En Ontario, les véganes, végés et keto dominent, donc on peut vraiment dire que l'Ontario est une province où est-ce qu'on adopte une diète comparée aux autres. Donc, c'est là qu'il y a le plus de surindex. Puis pour beaucoup de Canadiens, c'est seulement un début. On voit que certains régimes sont plus nouveaux. Et si on regarde le temps écoulé depuis le début de la diète, donc depuis que des gens commençaient à la suivre, le bleu foncé étant le nombre de gens qui le sont depuis plus d'un an, puis en bleu pâle depuis moins d'un an. Ce qu'on voit pour les keto au jeûne intermittent, par exemple, on voit que 33 ou 40 % respectivement seulement le font depuis plus qu'un an. Donc, on voit vraiment que c'est une nouvelle tendance qui tend à s'installer. Des gens qui le font pas depuis très longtemps. Tandis que le sans sucre, sans alcool, sans lactose, ça, c'est un peu plus ancré dans les habitudes des gens. Puis, les régimes qui sont flexitariens, végétariens commencent de plus en plus aussi à être ancrés à long terme chez beaucoup de gens. Donc, en théorie, c'est bien beau, toutes ces diètes-là, mais en pratique, est-ce qu'on voit vraiment un impact sur le marché? Avant de rentrer là-dedans, on va parler de l'éléphant dans la pièce qui est le COVID, qui a eu un impact énorme sur notre industrie. Je sais que la plupart des gens sont quand même tannés d'en entendre parler, mais pour notre industrie, c'est super important. Donc, pour vous donner une idée, les ventes environ d'une semaine, Total Canada, Total marchandises en magasin, a oscillé autour de 2 milliards de dollars au Canada. Pendant la COVID, on a vu des semaines qui sont allées jusqu'à 3 milliards de dollars, puis on voit que depuis que la COVID est arrivée, le nombre de ventes moyennes par semaine est vraiment plus haut que ce qu'on voit habituellement. Ceci donne donc pour l'année en cours, donc 52 semaines se terminant le 20 août, une croissance assez fulgurante. On n'a jamais vu ça. C'est plus 10 % pour la nourriture totale en dollars versus les 52 semaines précédant celle-ci. Puis si on compare ça aux autres années, on est habituellement autour de 2 % de croissance en dollars. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Puis, ce que ça fait aussi, ce COVID dans notre industrie, c'est que ça amène des nouvelles tendances. Donc, par exemple, l'environnement de détail, les magasins conventionnels maintenant surperforment les magasins discount, donc IGA versus Maxi, par exemple. La raison derrière ça, c'est qu'on a plus d'items disponibles chez les magasins conventionnels, donc on a juste besoin d'aller à une place et non à plusieurs places pour avoir tout ce qu'on a besoin. Le centre du magasin surpasse maintenant les périssables, donc le périmètre du magasin. Ça, c'est une autre nouvelle tendance. Avant ça, c'était le périmètre qui primait sur le centre du magasin en termes de croissance. Au niveau des prix de la promotion, on vend de moins en moins à prix réduit, donc de plus en plus à prix régulier, ce qui va aider le 10 % de croissance qu'on voyait tantôt parce qu'on voit une certaine inflation dans les prix. Puis, ce qui n'est pas nouveau, c'est que les marques privées connaissent plus de croissance que les marques nationales. Ça, c'était déjà le cas avant le COVID. Une autre tendance très intéressante, c'est que les milléniaux ne vont presque plus dans les restaurants parce qu'il n'y avait pas le choix pendant un moment. Donc, avant la COVID, c'était environ 240 visites par année que les milléniaux faisaient dans des restaurants versus 100 visites pour des boomers. Là, juste pour faire une parenthèse, aller chercher un café au Tim Hortons, ça va rentrer dans une visite au restaurant. C'est pour ça qu'il y en a autant. Mais là, vu que c'était plus possible pour les milléniaux pendant une certaine période de temps, puis ça va sûrement revenir à ça ça va revenir à ça dans les prochains jours,
les milléniaux doivent se réorganiser, faire preuve de créativité dans la cuisine, ce qui amène du volume supplémentaire aux épiceries. Donc, oui, il y a des régimes, mais il y a aussi ce facteur-là qui va venir influencer les résultats de l'industrie. Puis, gardons en tête le 10 de croissance comme benchmark au niveau de la nourriture totale. Donc, milléniaux, vegan, végétarien, ça influence ces catégories-là. Donc, on garde le 10 en tête, puis on prend les autres catégories. Le tofu alternatif de viande pour les 52 dernières semaines, on est quand même à plus 31 de croissance. Donc, on surindexe par rapport à la croissance de la nourriture au total au Canada. Pois chiches, plus 22 plus 22 pour les baked beans, haricots rouges, plus 18, légumes surgelés, plus 18. Donc, oui, influencé par les différentes diètes, mais aussi par la COVID et les milléniaux qui se rendent plus en épicerie, qui sont, comme on l'a vu un peu plus tôt, souvent véganes, végétariens ou végétaliens, ou du moins qui surindexent sur ces types de régimes. On voit aussi d'autres catégories en croissance, donc fruits congelés à plus 20, légumes en feuilles, incluant la salade à plus 17, grains comestibles comme graines de chia, graines de lin à plus 16, mélange de noix à plus 12, puis gingembre qui est un épice assez utilisé dans la cuisine végétarienne à plus 44. Il y a aussi d'autres régimes comme le régime keto, paléo qui vont pouvoir influencer certaines catégories. Encore une fois, il faut mettre les choses dans leur contexte. On cuisine plus à la maison. On a beaucoup de croissance pour commencer dans le marché total. Donc, pour la saucisse, on est à plus 18, plus 17 les fruits de mer. Le thon, fromage à râper, jerky de viande, c'est toutes des croissances qui surperforment le 10 de tantôt. Bacon, œufs, crème sure, fromage à la crème, mayo, des catégories qui n'étaient pas nécessairement en super croissance ou même en croissance avant la pandémie, mais maintenant qu'ils sont. On voit aussi sur certaines catégories l'effort des Canadiens pour réduire le sucre. Puis ça, il faut prendre ça avec un bémol. Là. Les gens se sont lâchés lousse en début de pandémie puis ont réalisé qu'une mauvaise alimentation, quand on ne bouge pas trop, ça peut vite mener à un gain de poids. Donc, des catégories comme le jus chocolat, desserts en préemballés, bonbons qui sous-performent par rapport aux 10 qu'on voyait tantôt. Mais c'est aussi causé par des gens qui cuisinent un peu plus à la maison. Ça peut avoir un rôle à jouer là-dedans. Je trouvais ça drôle, cet article-là qui est paru sur le site de Radio-Canada, pardon. Pourquoi certains l'appellent la COVID-19 livre. Moi, je suis rendu à la COVID-21 livre, si vous voulez tout savoir. Il y a beaucoup de monde qui font beaucoup moins d'activité physique qu'avant parce que les gyms ont été fermés un bout de temps, parce qu'on travaille à la maison, donc on ne se déplace plus pour aller au travail. On est aussi à la maison 7 jours semaine proche du frigo, ce qui va faire en sorte qu'on va peut-être se laisser un peu plus tenter. Puis le docteur Friedoff, qui était cité dans l'article, mentionne que beaucoup de gens se réconfortent avec de la nourriture, puis que les aliments sucrés en particulier aident à réduire les hormones de stress. Donc, on pense que c'est plus un concours de circonstances au niveau des autres catégories qu'une tendance à observer à long terme, puis on va en reparler un peu plus tard. On voit aussi l'impact de d'autres diètes. Donc, le sans lactose, j'en ai parlé rapidement tantôt. Le lait sans lactose est à plus 12. Crème glacée sans lactose à plus 20. Crème glacée sans lactose à plus 12. Et puis la bière sans alcool à plus 9 %. Donc, d'autres catégories qui fonctionnent assez bien. Puis sans nécessairement parler de croissance, parce qu'il peut y avoir énormément de bruit au niveau des catégories en raison de tout ce qui se passe, on peut parler d'indexation. Donc ici, par exemple, un indice de 100 serait une propension normale à l'achat. Donc si on prend l'exemple du tofu, des protéines alternatives de viande, les véganes, donc les végétariens, sont à 580 d'index, c'est-à-dire qu'ils ont une propension 5,8 fois plus grande à acheter ce type de produit-là que le reste de la population. Pour ce qui est des produits de lait alternatif, c'est un peu la même chose, 2,8 fois plus de chances d'en acheter. Le thé, qui est recommandé souvent dans des régimes végétaliens, café froid, soupe réfrigérée, qui me surpris aussi, surindexe sur les végétaliens. C'est la même chose pour les végétariens. On a des index différents, mais qui surindexent toutes sur ces catégories-là. On peut le voir aussi sur des produits qui sont plus internationaux, donc produits asiatiques, nourriture mexicaine, nouilles orientales, produits japonais surindexent tous chez végétariens et végétaliens. Moi, ça ne me surprend pas. Ces cultures-là ont beaucoup de plats traditionnels faits sans viande ou facilement adaptables, où est-ce qu'on peut remplacer la protéine animale par du tofu. Puis, on voit quelques différences chez les végétariens. Donc, le couscous sort un peu plus fort que chez les végétaliens.
et mélange à gâteau au fromage qui est permis chez les végétariens sur l'index aussi, huile à cuisson. Donc, quelques catégories additionnelles, mais grosso modo, ce sont les mêmes catégories qui vont sur l'indexer chez les deux groupes. Chez les sans gluten, ça a été quand même assez surprenant pour moi. C'est super intéressant de voir qu'on dirait qu'ils aiment faire les choses eux-mêmes. Donc, sur l'index, sur le mélange à pain, mélange à biscuits, mélange de croûte de pizza, extrait de vanille pour venir compléter la recette de biscuits peut-être, décoration à gâteau aussi. Donc, on peut notamment voir les sur-index sur ces catégories-là. Est-ce que c'est parce que ces consommateurs sans gluten-là ne trouvent pas leur compte en épicerie avec ce qui est disponible sur les tablettes? On va en reparler ça aussi un petit peu plus tard. Il est tout de même possible, par contre, de parler à ces consommateurs-là, végétariens, dans plusieurs catégories. Donc là, on a sorti des surindex, on a sorti de la croissance. Là, on va regarder de la pénétration au niveau des différents groupes. Donc, les végétaliens, par exemple, 99 % d'entre eux ont acheté des produits de boulangerie ou du pain emballé. Donc, on peut les rejoindre dans cette catégorie-là, c'est certain. Même chose pour les chips, avec une pénétration de 90 % entrée surgelée, crackers. Donc, si on adapte notre produit de la bonne façon, toujours possible de rejoindre ces gens-là dans plusieurs catégories. Même chose pour les céréales, barres de chocolat, jus de fruits, barres tendres, pizza congelée. C'est donc faux de penser que les végétaliens mangent tout le temps bien. Vont se treater comme les autres, puis ça fait en sorte de dégager certaines opportunités pour des manufacturiers. Les index, les taux de pénétration, pardon, qui étaient là, c'était pour les végétaliens. Les végétariens ont des taux de pénétration similaires pour ces catégories-là, même plus élevés parfois. Mais les végétariens vont se différencier sur ces catégories-là, donc le fromage, yogourt, lait, dessert préparé en boulangerie, crème glacée. Presque tous les végétariens vont en acheter. Ces types de produits-là ne sont malheureusement pas acceptés dans le régime végétalien, donc la pénétration est très, très faible. Bref, on voit l'impact sur l'industrie, mais comment saisir ces opportunités-là? Premièrement, pour ces opportunités disponibles, on peut penser aux opportunités de communication. Donc, on a demandé aux Canadiens quelles étaient leurs motivations à suivre une diète. Là, je vous demanderais, si vous étiez en face de moi, quelle est la motivation numéro 1 des Canadiens à suivre une diète. Puis je suis sûr que vous répondriez tous la perte de poids. Mais non, ça a changé. C'est maintenant pour avoir un style de vie plus sain que les Canadiens suivent une diète. Donc, 58 % des Canadiens disent suivre leur diète pour cette raison-là. Ce qui vient détrôner la perte de poids, ce qui va sûrement faire quelques heureux chez les nutritionnistes, probablement. Mais par contre, la perte de poids reste quand même une motivation quand même assez importante. Donc, 46 % des Canadiens disent suivre leur diète afin de perdre du poids. Ils pouvaient prendre plusieurs raisons là, dans le sondage. Il y a aussi d'autres raisons qui concernent la santé. Donc, 32 % vont le faire afin de maintenir une bonne santé digestive, ce qui m'a quand même assez surpris. 30 % le font aussi pour augmenter leur consommation de fruits et légumes. 21 % pour leur santé cardiovasculaire. 19 % pour maintenir un bon système immunitaire. Il y a également d'autres raisons, comme 17 % des Canadiens qui le font pour avoir plus d'énergie. Il y a également des raisons qui ne concernent pas la santé, mais l'environnement, par exemple. 15 % maintenant des Canadiens qui choisissent une diète le font pour des raisons environnementales. Puis chez les 24 ans, chez les 35 ans et moins, c'est 24 % des consommateurs qui le font pour des raisons environnementales. Donc, quand même assez important comme proportion. Il y a aussi des gens, donc 18 % qui le font pour avoir moins d'ingrédients artificiels dans l'assiette, ce qui est quand même un autre pourcentage élevé. Malheureusement, les motivations ne sont pas toujours suffisantes pour garder des bonnes habitudes. Il y a beaucoup de Canadiens qu'on a sondés qui nous ont dit avoir abandonné leur diète. 33 % ont dit que c'était parce que ça ne fonctionnait pas avec le style de vie, ce qui peut être une opportunité de faciliter la vie à certains consommateurs qui suivent des diètes. On parle beaucoup des boîtes repas, des repas préparés en épicerie. Je pense qu'il y a encore du travail à faire de ce côté-là. 24 % disent que la diète était trop difficile à suivre. 22 % que c'était trop cher. Encore une fois, les protéines de viande végétale, surtout, sont relativement chères, là, excluant le tofu, ça reste dispendieux. 21 % des gens disent que la diète était trop restrictive, c'est pour ça qu'ils ont abandonné. Puis 4 % disaient qu'il y avait de la difficulté à trouver les différents aliments. Donc, afin de gagner à long terme,
c'est important de se concentrer sur les bonnes raisons, mais aussi de se concentrer sur les bonnes tendances. Une tendance qu'on voit chez Nielsen depuis plusieurs années, qui ne cesse de s'intensifier, puis qu'on ne considère même plus comme une tendance, mais vraiment comme quelque chose d'ancré chez les Canadiens, c'est la tendance à manger beaucoup moins de viande. Donc, ce qu'on a vu en sommant végétarien, végétalien et flexitarien, c'est qu'un Canadien sur 4 se définit comme appartenant à un de ces 3 régimes-là, versus 1,1 sur 10 en 2018, ce qui est énorme, ce qui est une augmentation assez fulgurante. Puis même si les gens ne sont pas nécessairement dans un de ces 3 régimes-là, quand même beaucoup de Canadiens, 33 % qui essaient d'incorporer de plus en plus d'aliments à base de protéines végétales à leur alimentation sans nécessairement s'imposer un régime comme ceux que je viens de mentionner. Puis lorsqu'on regarde des profils des gens qui sont soit végétariens ou flexitariens, donc tous mis ensemble par segment de population, ce qu'on voit clairement, c'est que les moins de 35 ans sur index à 156, donc ça, c'est pas surpris, c'est 39 % des moins de 35 ans qui se disent appartenir à un de ces 3 régimes-là. Les Asiatiques également sur index beaucoup, à 42 % des Asiatiques qui s'identifient à une de ces 3 tendances-là. On a aussi des boomers avec enfants, les gens vivant en Colombie-Britannique, on en a déjà parlé tantôt. Les ménages urbains aussi, et puis les ménages à revenus de 40 000 et moins par année également qui surindexent sur ces 3 régimes-là mis ensemble. Donc, peu importe où on est au pays, il y a des gens qui adhèrent. C'est sûr que la Colombie-Britannique, c'est là où on retrouve la proportion la plus importante des gens qui s'identifient à ce type de régime-là. L'Ontario est deuxième, quand même assez proche de la Colombie-Britannique. Québec, on n'est pas loin d'être bon dernier. On va dire merci à l'Alberta, qui est à 19 % au niveau de ces consommateurs qui adhèrent à ces diètes-là. Pas surprenant qu'à plusieurs endroits, en vertu de ces tendances-là, on voit des sections comme celle-ci dans les centres, dans les supermarchés. Donc, on voit des sections destinées aux produits à base de plantes. On peut se demander si c'est une bonne idée. On se fait souvent poser la question chez Nielsen. Kroger a fait une étude, un genre de A/B testing il y a quelques mois, où est-ce qu'on allait comparer les produits à base de plantes lorsqu'on les mettait dans la section de la viande, puis quand on les mettait dans une section vraiment destinée au plant-based. Puis ce qu'on a vu dans les résultats, c'est que les produits, quand on les met dans la section de la viande, les produits à base de plantes fonctionnent mieux que dans leur section plant-based, que j'ai trouvé surprenant, mais peut-être pour venir séduire quelques flexitariens ou des personnes qui sont sur la limite. Une autre tendance qu'on pense qui va continuer à s'intensifier ou du moins qui va rester dans le paysage canadien encore longtemps, c'est la tendance à boire moins d'alcool ou boire différemment. On croit que ça va continuer. Une des raisons pour lesquelles on croit que ça va continuer, c'est qu'en 2019, 47 % des consommateurs canadiens nous ont dit vouloir réduire ou arrêter leur consommation d'alcool. Presque 50 %, presque une personne sur 2. La raison est la même que ce qu'on voyait tantôt, c'est 40 % des gens qui veulent le faire en raison pour avoir un style de vie plus sain aussi. Donc, c'est la même raison que pour le choix de diète qu'on a vu tantôt. Puis si on regarde les groupes, cette tendance-là est vraiment, vraiment propulsée par les 21 à 34 ans. Donc, c'est 66 % des 21-34 ans qui veulent diminuer ou arrêter de boire complètement. Si on prend même une tranche de la population un peu plus jeune, les 21-24 ans, dans un sondage qu'on a conduit, c'est 25 % d'entre eux qui nous ont dit qu'ils ne sont pas allés prendre un verre dans un établissement durant les 3 derniers mois, lorsqu'on leur avait demandé la question. Moi, à cet âge-là, je pense que c'était 3 jours mon maximum. Fait qu'on voit vraiment une différence au niveau des tendances par rapport à ce qu'on avait avant. Ça semble également être plus un phénomène de semaine. Donc, 55 % des gens des 21-34 ans, disant en 2016 boire la semaine. C'est 40 % en 2019 qui disent boire la semaine. Donc, on réduit notre consommation la semaine. On se garde l'alcool pour le week-end. Puis ça amène plusieurs opportunités. Ce style de vie plus sain-là, on veut réduire notre consommation d'alcool. Ça amène des opportunités pour différents breuvages sans alcool. On en a mentionné quelques-uns tantôt, comme la bière sans alcool. On a parlé aussi des produits à base de THC, de CBD, aussi qui peuvent remplacer les produits avec alcool, puis pallier à ce manque de plaisir-là qu'on peut avoir si on n'a pas de produits avec certains effets.
Mais on a aussi des opportunités pour des producteurs d'alcool. Puis c'est drôle parce que ce matin, j'étais sur un jury, puis on a donné le prix du meilleur pitch à une compagnie qui s'appelle Art Kombucha. Vous allez voir le site web, c'est du kombucha alcoolisé qui est vendu en épicerie. Donc, c'est fermenté à même le kombucha, pas d'ajout d'alcool ou quoi que ce soit. Je l'ai essayé, qui est quand même assez intéressant aussi. On voit aussi beaucoup d'opportunités pour des seltzers, donc des boissons carbonisées sans alcool qui ont été en plein essor cet été, comme Nutrol, dont je parlais précédemment au début de la présentation, mais aussi la bière sans alcool, des mocktails dans les bars qui sont sur de plus en plus de cartes. Donc, plusieurs opportunités qui découlent de cette tendance-là. Pour ce qui est du sans sucre, comme je disais tantôt, il y a plusieurs côtés, il y a deux côtés à la médaille. Oui, beaucoup de Canadiens veulent réduire leur consommation de sucre, mais il y a 85% des Canadiens qui nous disent flancher une fois sur deux lorsqu'ils ont envie d'aller chercher des aliments plaisir. Donc, on se donne quand même le droit quelquefois de flancher, puis ça ne semble pas être en voie de diminution. J'aimais bien cette citation-là. On ne mange jamais de dessert parce qu'on a faim. C'est parce qu'on en a envie ou en raison de d'autres facteurs externes dont je vais parler tantôt. Mais ces catégories-là, que ce soit du chocolat, bonbons, biscuits, desserts préemballés, c'est encore des catégories avec des pénétrations quand même assez élevées. Tout le monde achète du chocolat, presque tout le monde achète encore des biscuits, des bonbons, puis les dépenses par foyer. On voit qu'on ne sait pas juste acheter une tablette de chocolat. Là. On en achète plusieurs à chaque année. Donc, ces catégories-là, on ne les voit pas mourir de sitôt. Au contraire, un sondage de la presse qui nous dit que le tiers des Canadiens se sentent plus stressés qu'il y a 5 ans. Puis le stress rime souvent avec indulgence, donc avec des produits qu'on pourrait appeler des cochonneries, par exemple. On veut se faire plaisir quand on est stressé. C'est surtout un phénomène de plus jeunes. Il y a 58% des milléniaux qui disent se récompenser avec de la nourriture. Donc, on va snacker pour se booster le moral versus 28% des plus vieux. Ça aussi, ça amène des opportunités, notamment celle d'adapter nos messages en fonction du jour de la semaine, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans d'autres types de médias. On a conduit une étude chez Nielsen l'année passée pour voir c'était quand que les gens mangeaient le plus de cochonneries. Puis ce qu'on voit, c'est qu'en début de semaine, tout le monde mange bien. On veut suivre notre diète, on va essayer de manger des fruits et légumes. Puis plus la semaine avance, plus on va se laisser tenter par chocolat, bonbons, des trucs comme ça. Donc, peut-être des opportunités là au niveau de la communication, encore une fois. Puis peut-être même au niveau des épiceries d'adapter leur rayon semaine versus fin de semaine, même si c'est un petit peu plus difficile à faire. Au niveau des sans gluten, une tendance qu'on avait vue qui se maintenait, 25% des Canadiens qui adoptent un régime sans gluten disent encore avoir de la difficulté à trouver certains produits. Pain, pâtes, collations ont été soulevés beaucoup dans le sondage. Donc, c'est quand même beaucoup. Encore des opportunités ici pour les manufacturiers de peut-être mieux faire les produits pour les gens qui adoptent ce type de régime-là. Nous, on croit que la conversation va continuer. C'est pas loin d'être terminé. On pense même que ça va s'intensifier dans le futur. 78% des Canadiens qui suivent une diète présentement veulent la suivre à long terme. Donc, ce n'est pas éphémère. On ne fait pas ça pour une perte de poids rapide dans la majorité des cas. On fait ça pour d'autres raisons. On l'a vu, le style de vie sain était la première. Donc, on veut garder ça à long terme. Puis, ce qu'on voit aussi, c'est que la plupart des Canadiens qui suivent une diète ont vu des changements sur leur santé ou sur un autre aspect de leur vie. Donc, c'est 75% d'entre eux qui disent avoir vu des changements de mineurs à majeurs sur leur santé. Donc, presque la totalité des Canadiens qui ont suivi une diète. Donc, on va continuer d'en parler. C'est sûr que le discours va s'adapter de façon dynamique, comme il le fait toujours, par exemple, selon ce qui se passe dans des contextes politiques, économiques, sociaux, environnementaux. Ça change tout le temps, puis je pense que ça va juste continuer de changer plus rapidement. C'est un peu ce qu'on voit dans une série documentaire. Je ne sais pas si vous avez vu la série Rotten qui se concentre à chaque épisode sur un différent aliment. Donc, moi, j'en ai vu un sur l'avocat, par exemple, où est-ce qu'on va parler de l'avocat puis des répercussions de cette culture-là d'avocat sur certains peuples ou sur l'écologie alentour du site où est-ce qu'on cultive les avocats.
Le documentaire, honnêtement, il n'est pas super bien fait, mais le message derrière est quand même assez intéressant. Puis je pense qu'on va parler de plus en plus de ce genre de trucs-là. Donc, pour résumer, momentum dans l'actualité pour les diètes, donc, sont abordées à outrance, on en parle partout. C'est des belles opportunités de se coller à ces diètes-là pour vos marques. Je pense que c'est important de s'identifier. Une bonne partie des Canadiens s'identifient à au moins une diète. Suivre une diète est une tendance aussi, surtout chez les milléniaux. Important de profiter de la vague puis de les adresser avec des produits adaptés à leur diète. Style de vie sain avant tout, donc c'est plus pour perdre du poids, on peut peut-être un peu changer le messaging sur certains produits ou dans certains médias. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui le font déjà, mais c'est une tendance qu'il faut embrasser en tant qu'entreprise. Puis, 3 mots, vegan, végé, flexi. La proportion des Canadiens qui suivaient ces régimes a plus que doublé depuis 2 ans. C'est quand même assez incroyable. Ces diètes-là ne sont pas des diètes éphémères. Ça va continuer de progresser, ou du moins, ça va rester stable. C'est sûr que ça ne diminuera pas. On croit que ne pas y croire pourrait être vraiment dangereux pour beaucoup d'entreprises. On sait qu'il y en a qui pensent encore que c'est une mode, mais c'est vraiment ancré chez les Canadiens, surtout chez les milléniaux. Donc, si vous voulez la présentation, je pense que mon adresse est dans le chat. Sinon, elle est ici. Oui, excuse-moi, Xavier. Je l'ai mis. OK, parfait. Tu peux laisser l'écran. Tu peux laisser l'écran, il n'y a pas de problème. Excellent. Je vais juste passer à ma dernière. J'ai comme une slide après ma dernière slide pour vous dire que mon collègue Gabriel a fait des présentations sur une présentation sur l'effet du COVID sur notre industrie qui est disponible sur YouTube. Le lien va être dans le bas de ma présentation si vous voulez vous y référer puis la regarder. Oui, il y est depuis mardi vers 10h. Je pense que ce lien est déjà actif. Donc, peut-être 11h, mais bon, vous pouvez aller le voir en effet dans… D'ailleurs, cette vidéo aussi, pour l'audience, sera disponible ce soir sur la chaîne YouTube ou demain matin et sera aussi en rediffusion dans la section rediffusion de conférences du site virtuel du Salon Ciel Canada. En tout cas, Pierre-Marc, merci beaucoup. C'est très intéressant et j'ai tendance à dire quand tu as commencé la conversation avec les fameux débats à table, c'est bizarre, c'est ma fille qui est plus jeune que moi qui, à chaque fois que j'achète du vegan chez Good Food, me dit « Oh non, moi je veux de la viande ». Donc comme quoi, on est face à ces paradoxes. C'est plutôt les jeunes qui font du végétarien ou du végétalien, mais sauf ma fille, on dirait. Mais voilà, c'était une blague du moment. On a des questions intéressantes, je vais te les poser. Il nous reste, on a largement le temps, on a un quart d'heure, je pense qu'on va pouvoir passer à travers. Pensez-vous que nous arrivons à un point de saturation avec toutes ces options de produits? Comment les consommateurs naviguent-ils dans toutes les options sans se sentir dépassés? Comment leur comportement d'achat s'est-il adapté? Puis là, j'imagine qu'on parle je ne sais pas si on parle d'une diète en particulier pour le point de saturation. J'imagine qu'on parle peut-être des produits, des remplacements de viande et tout ça. Moi, je pense qu'il y a encore des opportunités. Il y a des opportunités inexplorées pour certaines catégories de produits. C'est sûr qu'il faut se différencier parce que là, il commence à avoir beaucoup de MeToo products disponibles. Mais moi, en tant que végétarien, pendant un petit bout de temps, je cherchais encore des options récemment. Puis je pense qu'il faut juste offrir des options qui ne sont pas nécessairement un remplacement de viande tel quel, mais innover pour justement ces types de régimes-là. Donc, j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de place, puis on le voit justement avec les chiffres de croissance pour les meat alternatives. Je pense que c'est la catégorie la plus en croissance après le Purell chez Nielsen dans la dernière année. Fait que je crois qu'il y a encore beaucoup de place pour ces produits-là. OK. C'est pas la levure. Non, ça doit suivre de pas loin, mais peut-être pas sur une année complète. OK. Bonjour Pierre-Marc. D'après toi, comment marchandiser ces produits des sections dédiées ou avec leur équivalent traditionnel? Exemple, Beyond Meat avec viande, lait d'amande ou soja avec le lait traditionnel? Ça, c'est une très bonne question. Ça. Hey, salut Tanguy, j'espère que tu vas bien. Donc, comment merchandiser ces produits? Donc, ce qu'on voyait pour le Beyond Meat dans la viande, puis je le mentionnais dans la présentation, c'est qu'il y a une étude qui a été faite par Kroger. Ils ont fait certains magasins où est-ce que c'était fait dans la section de la viande, puis d'autres magasins où est-ce que c'était fait dans une section plant-based.
ça fonctionnait beaucoup mieux dans la section de la viande. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que certains flexitariens se sont laissés tenter un peu plus. Ils rachetaient de la viande, ils se sont sentis mal sur le coup, puis ils ont décidé d'y aller avec ça. Fait que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est que c'était là que ça fonctionnait le mieux. Pour le lait d'amande, lait de soya, c'est une excellente question. Je n'ai pas la réponse, mais vous viendrez le tester avec nous, Tanguy. On regardera ça ensemble. Et moi, je rajouterais, parce que je pense qu'il y a aussi le secteur des boissons sans alcool. Où on les met? Est-ce qu'on les met dans les sodas ou est-ce qu'on les met à côté des bières, etc.? Écoute, c'est une bonne question. Pour avoir travaillé chez Labatt, quand la fameuse bière Budweiser sans alcool a été sortie, on a essayé au début de la merchandiser dans les sections de liqueurs puis de jus. Ça n'a pas marché du tout. On ne voyait vraiment pas de vente. Donc, on l'a changé de place. Ça a tout été mis avec la bière traditionnelle. Maintenant, des petites sections au sein de la bière dans certaines bannières, puis ça semble être la recette gagnante pour que ça fonctionne. C'est normal. Si on se fie aux chiffres de vente des spiritueux du Québec, il y a une augmentation de plus de 50% des ventes depuis le début 2020. Ne pensez-vous pas qu'il y a plutôt une migration vers une qualité d'alcool plutôt que la quantité? Je pense que oui. Je pense qu'il y a certainement une migration vers la qualité d'alcool. Puis depuis le début 2020, c'est sûr qu'au niveau des spiritueux, on va voir une augmentation parce que les restaurants ont fermé, des bars ont fermé. Donc, il y a beaucoup de ce volume-là qui s'est transféré dans les maisons. Donc, je ne suis pas étonné de voir ça. Nous, chez Nielsen, on n'a pas les chiffres de vente des alcools forts de la SAQ, de la SCBO. Donc, je ne pourrais pas te dire s'il y a une transition, mais je suis certain qu'il y a beaucoup de gens qui vont migrer de la bière traditionnelle vers d'autres types d'alcool. Ensuite, j'ai d'autres questions. Encore, il y en a même dans le chat qui sont arrivées. Les acheteurs de produits végétaliens sont-ils plant-based, sont-ils exclusifs ou est-ce qu'ils mixent avec des produits réguliers? Ce qu'on voit, c'est que la plupart des gens qui achètent les produits plant-based vont aussi acheter des produits réguliers. On avait fait l'étude, puis tu sais, c'est beaucoup de flexitariens. On l'a vu, là, c'est juste je me souviens plus du chiffre exact, mais les flexitariens, je pense que c'était 15% de la population qui sont. Donc, ces gens-là vont acheter des protéines alternatives à la viande, puis des protéines de viande également. Puis, on a aussi d'autres acheteurs qui vont juste pour l'essayer de temps en temps ou qui n'ont pas une fille comme Xavier, mais ils ont une fille qui veut manger des protéines végétales puis qui vont acheter ça une fois de temps en temps pour les enfants ou quoi que ce soit. Donc, oui, il y a beaucoup de mixtes entre les deux. Oui, et puis je vais d'abord faire la question dans le chat. Est-ce que la tendance des super aliments s'intègre dans les diètes végé? C'est une bonne question. Je dirais que chez Nielsen, on n'a pas ce merge-là, donc végé et super aliments ensemble. Je n'ai pas beaucoup d'informations là-dessus encore. Juste par feeling, moi, je te dirais que oui, on parle quand même beaucoup des super aliments, puis on voit l'impact sur certaines catégories dans les médicaments naturels aussi, là, dans les suppléments. On voit que certains types de suppléments avec ces aliments-là qui sont en grande croissance. Mais pour lier les deux ensemble, je n'ai pas d'informations pour répondre à ta question, mais c'est une excellente question. Parfait. Dernière question, c'est que pensez-vous de l'utilisation à outrance des claims marketing sans gluten, sans sucre, etc., sur des produits qui n'en contiennent pas traditionnellement pour aller chercher ces consommateurs? Ça, c'est une très bonne question. Oui, ça me fait penser au fameux gras trans, là, il y a une couple d'années où est-ce que tout le monde mettait qu'il n'y en avait pas, mais il n'y en a jamais eu. Ce que j'en pense, c'est que je pense que il y a certains consommateurs qui vont tomber pour ce genre de panneau marketing-là, si on veut. Est-ce que je pense que c'est éthique? Non, je ne le pense pas. Mais je crois que si ça se fait, ça doit fonctionner quand même un petit peu. Il y a aussi le fait qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas que ces produits-là n'ont pas de gluten ou de sucre. Parfois, même moi, je suis surpris de certains produits et de leurs caractéristiques au niveau des valeurs nutritives. Donc, peut-être c'est juste pour les avertir qu'ils peuvent en manger. Donc, je pense que ça dépend vraiment du contexte. Ça me fait penser à une histoire juste en janvier au Fancy Food Show à San Francisco. Il y avait justement un stand qui faisait des jus, mais de fruits naturels et qui avait mis c'était des plant-based juice.
une société américaine, etc. Comme quoi, je vous assure que ça peut, niveau marketing, ça doit fonctionner en effet. Clairement. Mais bon, Clairement. ça tient. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant sur le Q&A. Donc, je pense que les participants ont fait le tour. Donc, Pierre-Marc, merci beaucoup pour ton investissement, ton temps. Et je voudrais remercier quand même aussi Nielsen, qui est un partenaire de notre événement à Montréal et à Toronto depuis des années. Ça fait plus de 10 ans de ça. C'est un grand plaisir de travailler toujours avec l'équipe de Francis Parisien. Merci encore, Pierre-Marc, pour ton temps. Bonne fin de journée.